Bonjour à toutes et tous. Pour faire suite à mes précédentes vidéos d'information, je voudrais aujourd'hui vous raconter une petite histoire. Imaginez un pays merveilleux, sorti tout droit d'un conte de Walt Disney, un pays où l'État gère ses finances avec rigueur et bon sens, où chaque impôt collecté sert directement à améliorer la vie des citoyens. Un pays où les dirigeants sont des visionnaires désintéressés, guidés uniquement par l'amour du bien commun. Dans ce pays idéal, les infrastructures sont modernes, l'école forme les talents de demain, l'hôpital soigne sans faille, et l'industrie prospère, offrant à chacun un emploi digne. La monnaie est stable, la dette inexistante, et les générations se succèdent dans la confiance et la prospérité. Un véritable conte de fées républicain. Ouais, sauf que cette belle histoire n'existe pas, en tout cas, ce n'est pas la nôtre. Car la France, notre belle France, a suivi une toute autre trajectoire. Depuis 50 ans, le pays a abandonné peu à peu sa souveraineté financière, industrielle et politique. Et ce demi-siècle de décisions absurdes et de compromissions au plus haut niveau nous mène aujourd'hui au bord d'un gouffre économique et social abyssal que beaucoup ne mesurent même pas. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer modestement et toujours dans l'esprit de vulgariser le propos pour réveiller les esprits en retraçant ensemble et sommairement le fil de 50 ans de dérive pour comprendre pourquoi la France est passée d'un État souverain à une simple variable de la finance internationale. Et là aussi, vous devriez tomber de votre chaise. Nous verrons au terme comment se sortir de cette situation dramatique. Pour comprendre cette descente aux enfers, il faut remonter à l'année 1973. Une date qui semble banale dans l'histoire de France, et pourtant, c'est là que tout commence. Cette année-là, sous Pompidou, ancien associé gérant chez Rothschild aussi, tiens, et Giscard d'Estaing, une loi discrète interdit à l'État d'emprunter auprès de sa propre banque centrale. Jusqu'alors, il pouvait se financer à moindre coût. Désormais, il doit passer par les banques privées et payer des intérêts. La souveraineté monétaire disparaît, l'État devient débiteur, la finance s'installe au cœur du pouvoir. Quelques mois plus tard, la guerre du Kippour déclenche le premier choc pétrolier. Le prix du baril est multiplié par 4. Les 30 glorieuses s'achèvent brutalement. L'inflation explose, le chômage de masse s'installe. Au lieu de mobiliser sa Banque de France, l'État est contraint d'emprunter sur les marchés. Résultat, une dépendance structurelle qui nous a coûté depuis près de 1640 milliards d'euros d'intérêts. Rien que ça. 1973-74 marque donc un double tournant, perte de souveraineté monétaire et crise énergétique. La France entre dans un demi-siècle de déficit et de déclin. Après le séisme de 73-74, la France aurait dû affronter la réalité et regarder la vérité en face. Le pays produisait moins, dépensait plus et s'enfonçait dans la dette. Au lieu de ça, nos élites ont choisi de maquiller les chiffres. C'est la naissance d'une corruption politique systémique. En 1976, une discrète modification statistique change tout. On remplace l'APIB, donc la production intérieure brute, par le PIB, le produit intérieur brut, qui devient l'indicateur officiel de la richesse du pays. Dit comme ça, vous me direz, rien de choquant, où est la différence? Sauf que grâce à cette petite subtilité, on a transformé radicalement la mesure. Au lieu de compter uniquement ce que la nation produit réellement, les machines, les biens, les services créateurs de valeur, on y ajoute maintenant des éléments artificiels, les salaires des fonctionnaires, qui ne créent pas de richesse marchande, et d'autres flux financiers. Mais pire, depuis 2014, les revenus de l'économie souterraine, comme la prostitution ou la drogue, sont comptabilisés, qui gonflent les chiffres sans produire quoi que ce soit de tangible. Résultat, sur le papier, la croissance paraît forte, alors que la production industrielle s'effondre. Officiellement, le PIB a bondi de plus de 120% en 50 ans, mais la production réelle n'a progressé que de 12%, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Un tour de magie qui permet aux gouvernements successifs d'afficher une économie en croissance, alors que dans les faits, la France s'appauvrit. Dès 1976, l'illusion statistique devient un écran de fumée destiné à rassurer les marchés et à endormir les citoyens. Dans les années 80, la France, déjà prisonnière de sa dette et de ses illusions statistiques, s'enfonce dans deux choix destructeurs. Inflation de la défense publique et désindustrialisation.
En 1983, sous Mitterrand, le tournant de la rigueur privilégie la monnaie forte et la discipline budgétaire. On rassure la finance, mais on étrangle l'industrie. Pendant ce temps, l'État grossit et devient obèse. Les dépenses publiques explosent, plus 680% depuis 1980, et la haute fonction publique enfle avec la décentralisation, passant de 25 000 à près de 70 000 hauts fonctionnaires avec des salaires à 5 chiffres, nourrissant une véritable millefeuille administratif payé à complexifier, à multiplier les normes, à asphyxier et noyer les entreprises ainsi que les citoyens sous une paperasse inutile et chaque jour plus pesante. Dans le même temps, l'industrie est sacrifiée. Tandis que l'Allemagne et l'Italie la renforcent, la France perd 30% de ses emplois industriels en 30 ans. Usines fermées, savoir-faire perdu, territoires sinistrés. Une fracture s'installe entre la France des métropoles administratives et la France industrielle abandonnée. L'État dépense toujours plus, mais le pays produit toujours moins. Au lieu de protéger la nation, il le parasite et ce n'est malheureusement pas tout. Dans les années 90, on rentre dans le dur. Un nouveau verrou se met en place, l'Europe et l'euro. En 92, le traité de Maastricht impose 2 carcans budgétaires. Un déficit limité à 3% du PIB et une dette à 60% du même PIB. 2 chiffres arbitraires, mais qui deviennent une loi de fer empêchant la France d'investir librement. Puis, en 99, l'euro entre en vigueur dans 11 pays européens. Présenté comme une victoire, il profite surtout à une Allemagne productive, excédentaire, qui tire parti d'une monnaie forte. La France, déjà handicapée par un coût du travail élevé et une compétitivité faible, perd son dernier outil d'ajustement, plus de dévaluation possible, plus de financement direct par la Banque de France. Tout se décide désormais à Bruxelles et à Francfort. Et quand les Français disent non au traité constitutionnel en 2005, leur vote est trahi 3 ans plus tard par le traité de Lisbonne, grâce à Sarkozy et Barnier. Avec Maastricht et l'euro, la dépossession est totale, la souveraineté économique française passe sous contrôle européen, avec la Banque centrale européenne, dont la mission est la stabilité des prix, au détriment du soutien à l'emploi ou au financement direct des États. Dès lors, la France ne peut plus dévaluer sa monnaie, ni financer ses priorités par création monétaire. Elle doit tout négocier à Bruxelles ou à Francfort. Sa politique économique devient une variable de compromis au service de l'union monétaire. Ironie de l'histoire, les fameux 3% de déficit et 60% de dette rapportés au PIB sont aujourd'hui pulvérisés. En 2025, la France enregistre environ 5,6% de déficit et une dette publique proche de 116% du PIB, soit le double imposé par les traités. En 30 ans, les règles de Maastricht se sont révélées intenables, mais elles auront suffi à enfermer la France dans une dépendance économique et politique. La France cesse d'être maîtresse de son destin et se tiers-mondise. Enfin, pas pour tout le monde. Au tournant des années 2000, un nouveau phénomène prend de l'ampleur. La vente des fleurons industriels français aux intérêts étrangers. De la haute trahison. Sous Sarkozy, 600 tonnes d'or de la Banque de France sont vendues entre 2004 et 2009 au plus bas du marché. Au final, une opération désastreuse. Si cet or avait été conservé, il vaudrait aujourd'hui plus de 30 à 35 milliards supplémentaires. Quelqu'un a-t-il été inculpé et jugé pour ces actes? Je ne me souviens pas. Puis vient la grande vague des cessions des fleurons français. Alstom Énergie, fleuron du nucléaire et de l'hydroélectrique, vendu à General Electric. Promesse de 2000 emplois créés, réalité, 4000 postes supprimés. Alcatel-Lucent, pionnier mondial des télécoms, avalé par Nokia. Arcelor, fleuron de la sidérurgie, absorbé par l'Indien Mittal. Mais tant d'autres comme Technip, de l'ingénierie pétrolière, Lafarge, le cimentier historique, Péchinet, fleuron de l'aluminium, Essilor, les lunettes, STX France, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Chaque fois, les mêmes promesses, compétitivité, synergie, emploi. Chaque fois, la même réalité, des milliers d'emplois détruits, des savoir-faire stratégiques perdus et des décisions prises loin de Paris. Quelqu'un a-t-il été inculpé et jugé pour ces actes de haute trahison? Je ne me souviens toujours pas. Sous Hollande, aucune stratégie industrielle. La France laisse filer ses bijoux de famille. La désindustrialisation n'est plus un accident, mais une politique. Avec Macron, ex-banquier d'affaires, devenu ministre de l'économie, puis président, l'affaire devient stratégique. Photomis,
Vision nocturne militaire, la TECOR, aéronautique, Technip Énergie, PSA, fusionné dans Stellantis, avec un siège fiscal aux Pays-Bas, Suez, un des champions de l'eau, absorbé par Veolia, Alstom, les turbines nucléaires rachetées au double du prix mais sans les brevets, tous dans des secteurs vitaux, défense, énergie, eau, transport, passent sous contrôle étranger. Même Aéroport de Paris a failli être privatisé en 2019. La France s'est transformée en marché ouvert, livrant ses richesses aux plus offrants. En 15 ans, 3 présidents, Sarkozy, Hollande, Macron, auront été les fossoyeurs de la souveraineté économique dans des secteurs clés. La défense, l'énergie, l'aéronautique, l'eau et les transports. Des secteurs où la souveraineté n'est pas un luxe, mais une condition de survie. Le plus grave, c'est que cette politique n'est pas un accident, elle est assumée. Les dirigeants français considèrent que vendre nos fleurons, c'est s'ouvrir au monde, alors que c'est tout simplement se désarmer. Savez-vous que depuis 2014, le phénomène est massif? Ce sont 1570 entreprises françaises qui ont été rachetées par des groupes américains, dont une quinzaine d'entreprises stratégiques françaises dont la vente pose un enjeu en termes de souveraineté, qui ont été rachetées par des groupes étrangers. Au total, cela représente une centaine de cessions par an en moyenne. Un véritable scandale. On pourrait penser que c'est de l'incompétence ou de la corruption systémique, ce qui est probablement le cas à certains niveaux. Mais le dessin apparaît aujourd'hui plus sombre, celui d'une destruction volontaire systématique de la nation, de son histoire et de sa culture, au profit d'une idéologie euromondialiste totalement délirante. La suite le confirme. En 2008, la crise des subprimes secoue la planète financière. Les banques vacillent, le système mondial menace de s'effondrer. En France, Sarkozy, encore lui, promet de protéger les épargnants. Mais l'État mobilise aussitôt 25 milliards d'euros d'argent public pour sauver les banques. L'argument massu est simple, c'est le fameux too big to fail, ou trop grosse pour tomber. Les pertes sont mutualisées par l'impôt et la dette, mais une fois la crise passée, les bénéfices reviennent aux actionnaires et aux traders, pas aux citoyens, qui pourtant ont financé. Le message est clair, quand il faut sauver la finance, l'État trouve des milliards. Quand il s'agit de sauver les usines, les hôpitaux ou les retraites, il n'y a plus d'argent. 2008 restera comme un révélateur, un État devenu serviteur des marchés, capable de mobiliser des fortunes pour les banques, mais incapable d'investir dans l'avenir de son propre peuple. Après la crise financière, on aurait pu attendre un recentrage de l'État sur ses missions essentielles, comme par exemple protéger les citoyens, investir dans l'avenir et réduire les dépenses inutiles. Mais au contraire, il est devenu une machine de plus en plus lourde, un ogre dévoreur de ressources. Depuis 1997, la France a recruté 1,1 million de fonctionnaires supplémentaires et la haute fonction publique a explosé. À ça, on ajoute une inflation normative délirante, des codes du travail et des impôts qui grossissent de milliers de pages, qui paralysent les entreprises, étouffent l'innovation et finit par décourager l'initiative privée. Les dépenses de fonctionnement absorbent aujourd'hui plus de 32% du budget, contre moins de 8% pour l'investissement. À cela s'ajoutent les fameuses ODAC, les organismes divers d'administration centrale, près de 700 structures coûtant chaque année 150 milliards d'euros, des doublons administratifs, des agences opaques qui nourrissent une bureaucratie tentaculaire mais n'apportent aucun service concret aux citoyens. Même les retraites publiques sont plombées. Le déficit caché lié au régime de la fonction publique atteint 50 à 80 milliards d'euros par an. Et pour masquer ces trous béants, l'État invente des surcotisations fictives qui ne sont que des illusions comptables, comme si changer les mots changeait la réalité. Au final, l'État censé protéger et servir s'est mué en un monstre bureaucratique. Il multiplie les normes, consomme la richesse produite par les travailleurs, s'immisce de plus en plus dans votre vie privée, mais garantit de moins en moins les services utiles dont il a la charge. Au lieu d'être stratège, il est devenu parasite. Il ne se contente plus d'administrer. En clair, il se gave avec l'argent facile des impôts et de la dette au détriment du peuple. Nous voici en 2025, 50 ans après 1973, le résultat est sans appel, la France est au bord du gouffre. La dette publique atteint 3 500 milliards d'euros, soit plus de 115% du PIB. Si on inclut les engagements hors bilan que sont les engagements futurs, les retraites des fonctionnaires à venir et les garanties d'État, ce sont près de 7 600 milliards
que représente notre dette, soit à ce jour 112 000 € par Français, sans lui avoir demandé son avis. Tiens, pour le fun, savez-vous ce que ce chiffre de 7 600 milliards d'euros représente? Oui, parce qu'on ne s'imagine pas vraiment ce que représente 7 600 plus 9 zéros derrière. Écoutez bien, c'est l'équivalent de 452 millions d'années de SMIC à 1400 € net, ce qui correspond à un an de SMIC pour chacun des 448 millions d'Européens dans 27 États de l'Union européenne. C'est juste surréaliste. Et pire, chaque année, l'État creuse un déficit d'environ 140 milliards, en constante augmentation bien sûr. La charge des intérêts pourrait bientôt dépasser 100 milliards par an, soit le premier budget de l'État, plus que l'éducation, l'intérieur, la justice et la défense réunis. C'est complètement délirant, mais surtout intenable. De plus, les taux d'intérêt à 10 ans dépassent 3,6%, ceux à 30 ans frôlent les 4,5%. Résultat, la France emprunte aujourd'hui plus cher que l'Allemagne, mais aussi que le Portugal, que l'Espagne et parfois même que la Grèce. Pendant ce temps, les dépenses de fonctionnement progressent 2 fois plus vite que l'investissement. On entretient une machine administrative folle au lieu de préparer l'avenir et sauver le pays. Quant aux prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, la France détient le record mondial, près de 47% du PIB officiellement, mais en réalité, ce sont entre 60 et 70% des revenus disponibles une fois tout additionné. Et malgré cela, les services publics s'effondrent. Hôpital en crise, école en recul, sécurité fragilisée, etc. Je ne vous apprends rien. À nouveau, la question c'est, mais où passe notre argent? J'occulte volontairement certains coûts sociaux comme la fraude sociale aux allocations, à la carte vitale ou la fraude fiscale TVA travail au noir, et qui, à elle seule, est estimée entre 60 et 80 milliards par an, mais également l'impact budgétaire de l'immigration contrôlée ou non, et que dire sur les sommes versées à l'Ukraine? Il faudrait quasiment en faire une vidéo complète, mais ce n'est pas le sujet ici. Le contrat social dont j'ai parlé dans la vidéo 3 est brisé. Les Français ne croient plus que leurs impôts servent le bien commun et n'y consentent plus. En 2025, la France n'est plus une puissance souveraine, mais une variable d'ajustement de la finance mondiale. Les marchés l'ont compris, la France n'inspire plus confiance. Pour résumer simplement, la France vit comme un millionnaire avec un salaire de smicard, et ça se voit. Là où le système débloque complètement, c'est qu'à cause de ce poids financier imposé aux Français, l'effet est inverse de celui recherché. Les jeunes talents fuient le pays, les entreprises ferment, 160 000 fermées volontairement à un an, et plus de 66 000 qui ont déposé le bilan dans le même temps. Le calcul est vite fait, c'est le principe des vases communicants. Des centaines de milliers de travailleurs sur le carreau, donc des dépenses sociales à payer de plus en plus grandes, quand le PIB est déjà mal en point, chute. Malgré ce constat accablant, nos génies de la finance ne trouvent rien de mieux que de conserver leur train de vie indécent. Et d'oser dire que la dette, c'est la faute des Français, et de vouloir augmenter encore et encore la fiscalité devenue punitive. Il ne faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre que lorsqu'il y a moins d'argent qui rentre et plus qui sort, on a un gros problème et on se dirige vers un mur infranchissable. Eh bien non, ces cerveaux malades continuent sur la même voie. Soit ces gens sont fous ou incompétents, voire les deux à la fois probablement, et pire, ils ont l'air de penser que ça va bien se passer. Alors on entend parfois cette idée séduisante, il suffirait d'effacer la dette pour repartir à zéro. Une solution magique à un coup d'éponge et la France serait libérée. Mais en réalité, ce serait une illusion tragique, car la dette, ce n'est pas une abstraction. La dette, c'est votre argent. Sur 3 500 milliards d'euros de dette publique, 57% appartiennent à des investisseurs étrangers. Mais près d'un quart est détenu par nos propres banques, assurances et caisses de retraite. Autrement dit, par votre épargne. Et qui finance ces institutions? Vous. La vérité, c'est que l'épargne des Français est intimement liée à la dette publique. Regardons les chiffres. L'épargne financière des ménages représente environ 6 500 milliards d'euros qui sont répartis environ ainsi. Les dépôts bancaires, 2300 milliards, 36%, l'assurance vie, 1950 milliards, 30%, actions et placements collectifs, 1300 milliards, 20% en gros, les livrets réglementés, 600 milliards, 9%, et l'épargne retraite et mutuelle, 300 milliards, 5%. Et dans cette masse, ce sont donc 1200 à 1500 milliards d'euros de votre épargne qui sont directement exposés entre les assurances vie, les livrets ou les retraites complémentaires.
Alors comprenez bien, si demain l'État décidait d'effacer sa dette, ce ne sont pas seulement les marchés qui perdraient. Effacer la dette, ce serait ruiner instantanément les épargnants en détruisant l'assurance vie, en asséchant le livret A et en mettant en péril les retraites. Ce serait provoquer une crise bancaire et financière sans précédent, sans compter que plus personne du coup ne nous prêterait quoi que ce soit. En clair, ce serait transformer une illusion de solution en véritable catastrophe sociale. Non, la réponse n'est pas d'annuler la dette, la réponse c'est de la maîtriser. Mais pour cela, il faut réduire les gaspillages et il y a de quoi faire. Il faut également réformer l'État, relocaliser la production et reconstruire une économie réelle, ce qui ne semble pas du tout être le choix des gouvernants actuels. Effacer la dette, c'est effacer votre avenir. La dompter, c'est le reconquérir. Le choix est assez simple. Amis citoyens, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au bout d'un système et c'est de notre faute si on en est là. Par excès de confiance, par méconnaissance ou que sais-je. Depuis 50 ans, nous avons laissé une caste politicienne et ses satellites vivre hors sol, gavée d'argent public, légiférant pour elle-même, jamais pour nous. Elle ne connaît ni vos fins de mois, ni vos sacrifices, ni vos colères. Et tant que ces privilèges perdurent, elle n'a aucune raison de changer. Elle emprunte et dépense sans compter, en notre nom, hypothéquant notre avenir et celui des générations suivantes, mais sans aucune vergogne. Sans parler des décisions qui ne se prennent plus en France, mais qui ont été déléguées à une mafia d'État européenne représentée par des gens élus par personne, corrompus jusqu'à l'os, qui décident sans aucune concertation de ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Vous avez compris que le piège se referme en additionnant tout ce que je vous ai indiqué dans les vidéos de cette année. 2025 est l'année probablement d'une bascule douloureuse. Il est plus que temps de reprendre les choses en main. Alors après ce constat édifiant de la dérive de nos représentants au fil des décennies, posons les choses clairement. Avant de réformer l'économie, il faut faire sauter ce verrou politique. La seule voie crédible, c'est un changement de régime avec un pouvoir constituant, légitime, et issu directement du peuple. Comme disait Einstein, ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut compter les résoudre. Une fois ce verrou sauté, une feuille de route sur la gestion des finances peut redonner espoir, et voilà d'ailleurs 5 points à discuter qui pourraient être mis en œuvre. Premièrement, un audit financier indépendant pour révéler où est passé l'argent public et traduire les responsables devant la justice. En 2, une révision totale des aides aux entreprises, aux particuliers, mais aussi des aides sociales à octroyer. En 3, la réduction du millefeuille administratif, des strates administratives à supprimer, 1 million de fonctionnaires de trop, 150 milliards engloutis chaque année dans plus de 700 agences à supprimer ou alléger. En 4, la création d'un fonds souverain français afin de protéger nos secteurs stratégiques et d'investir dans l'avenir. En 5, une réindustrialisation et une relocalisation massive pour redonner du travail, de la dignité et de la fierté aux territoires abandonnés. En 6, revoir notre rapport à l'Europe et à l'euro. Une nation sans monnaie, sans budget et sans frontières n'est plus une nation. Clairement, il y a du boulot, c'est vrai, mais nous sommes tellement tombés bas que la tâche à venir est ardue, mais passionnante. Régulièrement, vous demandez des solutions. Quoi faire ? Il n'y en a pas 50, mais ne vous y trompez pas. Il n'y aura pas de sauveur providentiel. Le salut ne viendra pas d'en haut, le salut c'est chacun d'entre vous. Rien ne changera sans l'action collective du peuple. Pour cela, descendez par millions dans les rues, sur tout le territoire national, pacifiquement, mais fermement, pour exiger le départ de cet exécutif illégitime. Refusez toute récupération par les partis politiques et syndicats, eux aussi nourris à l'argent public. Retirez du cash tant que c'est possible, stoppez l'utilisation des moyens de paiement par carte par exemple, privilégiez les producteurs locaux, regroupez-vous localement et créez de la cohésion. Préparez-vous dès à présent à faire face à des pénuries. Parlez, échangez, engueulez-vous même, ça n'a pas d'importance, mais débattez. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur et sortez de l'individualisme ambiant. Vous serez surpris de voir comment ça fait du bien. Nous sommes le nombre et tout sauf impuissants. Un pays n'est jamais condamné tant que son peuple se lève. La France renaîtra si les Français reprennent le pouvoir. Mais il y a urgence, pas demain, pas dans 10 ans, c'est maintenant. Vous vouliez savoir quoi faire ? Maintenant vous savez. Faites ça et le reste viendra tout seul, croyez-moi. Merci pour votre attention.